Pour commencer cette partie de l'après-midi, nous avons une intervention de la part de Kapil Raj, directeur d'études à l'École d'études en sciences sociales et spécialiste de l'histoire des sciences, qui va nous parler, je lui donne la parole, sur protestants, catholiques et lusophones, commerce politique et relations interconfessionnelles sur la côte Malabar au XVIIIe siècle. Et là, on démarre un mouvement plutôt vers le XVIIIe et éventuellement le XIXe siècle, avant de terminer en fin d'après-midi. On capite. Merci. Et merci pour cette occasion de pouvoir, en fait, pour la première fois, pour moi, présenter quelque chose qui sort complètement de mon domaine de spécialité. Je suis historien des sciences et c'est tout à fait par hasard. Je vais vous raconter pourquoi et comment j'ai rencontré cette problématique en tant qu'historien des sciences. Donc, je vais commencer par justement une petite introduction du chemin par lequel je suis arrivé à une question qui, a priori, est très loin de ce que je fais en tant qu'historien des sciences. Mais bon, de toute manière, les historiens des sciences aujourd'hui font tout et n'importe quoi. Et en fait, s'éloignent d'une certaine manière d'une vision très classique des sciences pour aller vers l'histoire des savoirs. Mais encore. Donc, en fait, tout a commencé il y a 3 ans, que j'étais invité à passer quelques mois au Musée d'histoire naturelle de Londres pour regarder, pour travailler un peu sur, et pour leur dire ce qu'on pouvait faire de leur collection, des manuscrits et peintures, des objets d'histoire naturelle venant de l'Asie. Ces objets, en fait, donc peints ou bien conservés, étaient souvent, en fait, exécutés par des artistes ou des artisans asiatiques. Et une des choses qui m'a été montrée, en fait, c'était cet objet, un manuscrit donc relié, que le Musée d'histoire naturelle de Londres m'a présenté comme étant le manuscrit d'un très grand ouvrage d'histoire de la botanique indienne, un ouvrage qui s'appelle le Hortus Malabaricus, qui a été en fait publié en 12 volumes à la fin du XVIIe siècle d'Amsterdam. Et comme le suggère le nom, Hortus Malabaricus, ça avait à voir avec justement la flore du côte sud-ouest de l'Inde, la côte Malabar. Et effectivement, ce volume, qui mesure 42 cm par 28, et qui avait en fait justement estampillé Hortus Malabaricus MS, donc manuscrit, sur son dos, voilà, qui faisait référence à ce grand ouvrage qui est en 12 tomes, que vous voyez, et donc commandité par ce monsieur, donc Henrich Adrian van Drede Druckenstein, et qui, voilà, on va y revenir à ce volume un peu plus tard, mais pour l'instant, c'était ça, on faisait référence à ça. Et moi, je leur ai dit tout de suite qu'il ne pouvait pas s'agir de ce manuscrit, parce que d'abord, vous voyez que c'est 12 tomes, c'est énorme, tandis qu'ici, il n'y a qu'un tome, mais malgré tout, on pouvait bien sûr penser que c'est un des 12 tomes dont ils avaient le manuscrit. Mais donc, ils me l'ont montré, et dès que j'ai ouvert la première page, vous avez vu ici que ce manuscrit, en fait, a été publié entre 1678 et 1693, les 12 volumes, à Amsterdam. Et ici, la première chose que vous voyez, il y a une date,
Même si vous ne lisez pas le reste, la date c'est 1750, donc ça a éliminé tout de suite le rapport entre les deux. En plus, dès que j'ai commencé à le lire, j'ai vu que c'était en portugais. On va y revenir quand même, c'était ça la question. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'en haut, ce que vous voyez ici, pardon. Tout ça, c'est l'intitulé que voici. C'est en fait qui traduit en français, dit la description des arbres bénéfiques, des arbustes, des plantes, des grimpantes et des herbes vertueux qui ont été dessinés dans un autre livre, dont les racines, l'écorce, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines et les tubers. Des tubercules, merci. Peuvent être utilisés pour différentes maladies. Et en fait, c'est comme déclaré par les médecins d'Anjenga. Et puis, il y a une date, c'est le 11 juillet 1750. Donc, d'abord, je ne sais pas, vous n'avez pas, bon, avant tout, on va juste voir un peu ce que c'est que ce manuscrit. Je vais prendre 1 minute pour vous le montrer, un peu quelques pages. Vous voyez déjà l'écriture, c'est vraiment parfaitement écrite. C'est quelqu'un qui est vraiment un scribe, qui a travaillé ce manuscrit. Ça, c'est la première chose dont on se rend compte. Et page après page, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la dernière page. Il y a 228 plantes qui ont été décrites ici. Et après, le deuxième livre, comme il disait, c'est qui est en fait relié dans le même volume maintenant, il y a chaque plante, en fait, est peinte, et il y a 4 peintures en moyenne par page. Juste quelques échantillons. Et puis, dans le même volume, vous avez aussi 3 pages, donc une liste qui est donnée de 3 pages. Et ça dit, en fait, c'est une liste d'un paquet de médicaments qui, en fait, ont été mis dans une boîte pour mon maître, Thomas Byfeld, Esquire, donc le seigneur Thomas Byfeld, à Anjengo, le 21 février 1750-51. Donc 1751, en fait, parce que c'est le calendrier, l'ancien calendrier julien que les Anglais utilisent toujours à cette époque. Et puis, dans cette liste qui est en fait mise là-dedans, il y a aussi quelques lignes en anglais qui disent « List of Malabar drugs packed up by Salvador, assistant to the hospital at Anjengo ». Donc, en fait, il n'y a que ces 2 indices dans tout le manuscrit qui donnent des noms. Thomas Byfeld et un certain assistant qui s'appelle Salvador de l'hôpital d'Anjengo. Alors, en fait, il n'y a pas grand monde qui a entendu parler d'Anjengo aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, Anjengo était une ville très très connue, malgré le fait qu'il n'y avait pas, on m'assure, d'Arméniens dans cette ville. Il était quand même la 2e ville
de la côte ouest de l'Inde, pour les Anglais, en fait, la deuxième ville portuaire après Bombay. Le chef de la factorerie d'Anjengo était en fait le deuxième, le chef adjoint toujours de Bombay. C'était un intitulé, bon, en fait, ça venait avec la responsabilité de ce poste. Alors, Anjengo se situe ici, sur la côte sud-ouest. On va le voir plus près. Voilà, vous avez Anjengo ici. Donc, c'est à peu près à 120 km au nord du cap Comorin, donc Kanyakumari, et à peu près 200 km au sud de Cochin, sur cette côte. Et en fait, le grand avantage, c'était que quand les vaisseaux traversaient l'océan Indien, en contournant le cap, ils venaient directement ici. Et donc, du point de vue pour l'hôpital, c'était très important comme ville, parce qu'en fait, il y avait souvent des marins malades ou mourants, pour la plupart. Il ne faut pas oublier que le taux de mortalité sur un bateau était de 20% sur le voyage d'aller entre l'Europe et l'Asie. Et donc, en fait, souvent, on avait des gens qui étaient malades et l'hôpital ici était un hôpital donc d'une certaine importance, mais l'importance aussi de cette ville venait justement du commerce de poivre, d'autres épices et surtout des tissus extrêmement fins produits dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Kerala. Donc, voilà Anjengo comme au milieu du XVIIIe siècle. En fait, pour les gens au XVIIIe siècle, pas seulement en Inde, mais aussi en Europe, c'était quand même une ville très connue. Il y avait un grand historien de l'Inde britannique, en fait, et de la conquête britannique de l'Inde de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui était né ici. Il s'appelait Robert Orme en 1728. Et en fait, il y avait aussi une autre personne qui est née ici, Elizabeth Sclater, qui en fait était l'objet des regards d'un certain Lawrence Sterne, un grand écrivain britannique, et de par là, il était en fait, il y a l'abbé Raynal qui a lu Sterne et tout ce qu'il disait sur cette femme, et donc du coup, dans l'histoire des deux mondes, on a tout un passage sur Anjengo et sur cette énorme ville magnifique en Inde. Et donc voilà cette ville magnifique. Ça, c'est le fort de la ville, ça, c'est l'hôpital en question. Et l'autre extrémité, bon, il y a deux églises, ça c'est une église et ça c'en est une autre, donc des églises catholiques dans une ville anglaise au XVIIIe siècle. Bon, la ville n'a pas tellement changé, sauf que maintenant, ici, on a justement un phare. Ça, c'est les ruines du fort. Ça, c'est le fort aujourd'hui. Mais la ville n'a pas grandi depuis. Hein. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Regardons vers le nord. Là, vous avez l'église. Et ça, c'est la longueur de la ville. Ça, c'est en regardant vers l'est. Et voilà. Alors, toute la question, en fait, c'est que ce manuscrit, si on revient à ce manuscrit, vous voyez que ce manuscrit est écrit, en fait, en portugais. Et c'est écrit pour un Anglais, c'est-à-dire que c'est Thomas Byfeld, on dit là-dedans que c'est le maître de la personne qui a écrit le manuscrit, parce que c'est exactement la même écriture, il n'y a pas de doute entre
ça, et bon. Et ça. Mais vous remarquerez que c'est toujours très très bien aligné. C'est quelqu'un qui est quand même, qui a la pratique en fait de l'écriture. Et toutes ces questions finalement m'ont intrigué. Et je voulais vraiment regarder de plus près qui pouvait être ce Salvador et que disait le manuscrit. Donc ça, c'est le côté histoire des sciences. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. C'est toujours un travail que je suis en train de continuer parce que ce manuscrit a énormément de choses complètement uniques par rapport au manuscrit de l'époque. C'est en fait, c'est un herbier, mais plus qu'un herbier, c'est aussi un formulaire pour la fabrication des médicaments pour différentes maladies. Mais en fait, ce qui m'a intrigué le plus, c'était pourquoi un manuscrit botanique fait ou exécuté dans un hôpital, dans une institution de la Compagnie anglaise des Indes orientales, pourquoi est-ce que ce manuscrit est en portugais? C'était pour qui et qui l'a fait et dans quel but? Alors, et qui était ce Salvador? Et qui était Byfeld? Alors, en fait, en regardant un peu, d'abord ma première question, c'était cette question de la langue. Et bon, j'ai compulsé un certain nombre de textes de l'époque, c'est-à-dire un peu avant 1750, en regardant, en cherchant l'histoire d'Anjengo, mais plus généralement aussi l'histoire de la côte ouest et de Malabar. Et là, dans un ouvrage qui s'appelle A New Account of the East Indies, écrit par un certain Alexander Hamilton, qui était un corsaire de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, qui a passé à peu près 40 ans dans les mers de l'Inde, dans l'océan Indien, faisant du commerce, mais aussi du trafic de toutes sortes, mais aussi avec la Compagnie des Indes. D'ailleurs, il n'était pas si éloigné des pratiques de la Compagnie. Et il a écrit ses mémoires, il a écrit énormément de choses sur ces 40 ans passés dans l'océan. Et donc, voilà le récit. Et là, dans le préface, je lis la chose suivante. La page 19, préface, il dit « One great misfortune that attends us European travelers in India is the want of knowledge of their languages, and they being so numerous that one entire century would be too short a time to learn them all. I could not find one in 10,000 that could speak intelligible English, though along the seacoast the Portuguese have left a vestige of their language. Though much corrupted, it is the language that most Europeans learn first. Learn first to qualify them for a general converse with one another, as well as with the different inhabitants of India. Donc voilà un premier indice de l'importance du portugais sur la côte. Ok, on sait que les Portugais avaient une avance, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés un siècle avant les autres Européens sur la côte, mais franchement, cette partie de la côte n'a jamais été vraiment colonisée par les Portugais. Ils avaient certes une présence ici à Colombe et à Cochin, mais en fait, très rapidement, ils ont été, au XVIIe siècle, ils ont été délogés, et d'avoir en fait des gens ici, mais aussi, comme il dit, sur toute la côte ouest. La question, en fait, pour moi, c'était comment?
qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les investissements que le portugais prenne une telle importance. Mais pas seulement une importance pour la communication, parce qu'ici, si on regarde ce texte, il faut toujours garder ce texte en vue. Ce sont des gens, en fait, qui sont des vrais scribes, ce sont des gens qui ont une pratique de l'écriture, une pratique de garder les lignes. Quand vous voyez les tables tracées des médicaments, il y a un certain ordre. Et un ordre, en fait, vraiment qui vient d'une pratique d'écriture. Alors, qui apprend aux gens d'écrire? Cette écriture, bon, j'ai une collègue ici qui pourrait témoigner justement parce que je lui ai montré le manuscrit et tout de suite, sans attendre que je lui dise, Catherine Madeira qui est ici même, à quelle époque ce manuscrit aurait été en fait exécuté, tout de suite elle a dit, c'est le milieu du XVIIIe siècle. Pour elle, qui est portugaise, en fait, il n'y avait pas de doute, c'était vraiment de cette époque. Donc il y avait non seulement un apprentissage de la langue, mais beaucoup plus que ça, un lien avec le monde lusophone et ses pratiques d'écriture. Alors, donc, le mystère, d'une certaine manière, s'agrandit. Et pour moi, c'était toutes ces questions, finalement, qui m'ont amené à regarder d'un peu plus près les sources pour voir qui pouvaient être ces gens-là, quelle était cette population, quelle était cette communauté. Et voilà, bon, donc en regardant, une des premières choses que j'ai vues, c'était déjà dans les écrits des Anglais, ce qu'ils pouvaient dire de cette communauté. Et là, il y a en fait un certain James Forbes, qui était un fonctionnaire de la Compagnie des Indes et qui avait passé dans les années 1770 quelques mois en tant que facteur, en tant que fonctionnaire de la compagnie dans la ville d'Anjengo. Et en fait, il écrivait régulièrement des lettres à sa sœur pour décrire les endroits par lesquels il passait. C'est un passage très long, mais je vous promets qu'il n'y a pas d'autre si long que ça. Alors, you will of course now expect a description of this sweet place called Anjengo, which I will give you in very few words. On a narrow spot of sand, washed on one side by the sea and the other by a river, stand 2 rows of houses, forming a sheet of something less than a quarter of a mile in length from north to south. At the south end stands the English fort, a neat, compact little building, though I cannot say of any great strength. To the west side of it, however, next to the sea, is a strong battery of great guns, which might do much mischief to the ships in the road. And a little below this is a saluting battery. This is our whole defense. To the southward of the fort are some straggling huts belonging to the inferior inhabitants. At the north end of the town is the Portuguese church, the chief of the black natives of Anjengo being Roman Catholics. In the fort are very good apartments for the chief, who is always a councillor of Bombay. The other 4 or 5 company servants live in very good apartments, in tolerable good houses built in the Bombay taste. But the black inhabitants, in general, reside in small, dirty huts. A person standing in the center of the street might, with the greatest ease, throw a stone into the water on either side of him, so that you may guess the breadth of our territory. Besides the civilians and surgeon, there is a captain and 4 subaltern officers, etc., and these are the only English inhabitants of the company. And then he says, except now and then, there's a skip that touches here, we cannot expect it. For the natives are a set of the lowest, meanest, dirtiest, despicable people I've ever met with. Such is your brother's situation, and such the place of his abode. As to the provisions here,
is fowl and fish in abundance. We have scarce any vegetables, no mutton, etc., etc. And then he says, in the above description of Anjengo, I have alluded only to the natives of the place, chiefly a low race of black Christians, and do not mean to include the Malabars, many of whom deserve to be much better spoken of, but I am not yet sufficiently acquainted with them and their customs to attempt a description, shall defer that and an account of this country in general to some future opportunity. L'occasion ne se présente jamais, donc on n'a jamais cette autre description, mais la description des catholiques, les natifs de ce coin, n'est pas vraiment très flatteur, hein, pour le moins dire. Alors, ça fait que le mystère s'approfondit encore plus. Mais en même temps, bon, regardons juste un instant, revenons à ces 12 volumes du Hortus Malabaricus, parce qu'il y a une histoire ici aussi qui a à voir avec la langue portugaise. Bon, juste après le frontispice et la page du titre, nous avons en fait dans le premier volume ces curieuses pages écrites en plusieurs langues. Alors, juste gardez-les en tête, il y a 3 différentes écritures, en fait, gravées et imprimées à Amsterdam. Et ça, c'est la traduction de ces 3 en l'ordre. Le premier est signé par un certain Manuel Carneiro, et il dit la chose suivante, donc ça c'est de tout ça. Oh, pardon. C'est I, Manuel Carneiro, a Roman Christian, native of the city of Cochin, interpreter under oath of the Indian Society, as per order of the governor, Henry Rader, explained and interpreted from the Malabari language into Portuguese the names, medical powers, and properties of trees, plants, herbs, and creepers growing in these Malabar territories, as heard from Kolada, a Malayali genteel doctor, and of Chego race, a native of Karaparam, and written in the book of Malabaran doctors, in testimony of which I wrote these and signed, given in the city of Cochin on the 20th day of April in the year 1675, Manuel Carneiro, translated from Portuguese language by me, Christian Herman de Donep, Civil Secretary of the city of Cochin. Alors, Cochin, à l'époque, est une ville hollandaise, donc néerlandaise, et Manuel Carneiro, c'est le traducteur en chef, donc il est en fait, comme il dit, il est l'interprète justement de la société indienne, et il traduit les différentes langues vers le portugais, et en fait le portugais est finalement traduit parce que tout ça c'est en anglais, mais dans l'original c'est en latin. Alors le deuxième c'est la même chose, ici il y a il y a une personne qui signe, c'est ce texte-là, et c'est Iti Achudam, et là c'est dit aussi la même chose, translated from the Malayalam language into Portuguese by Manuel Carneiro, and from the Portuguese into Latin by Christian Herman van Donep. Et puis le troisième, il y a 3 personnes en fait qui le signent, et on dit ici, translated from the language of the Brahmins by Vinayak Pandit into the Portuguese language, et puis par la suite en latin. Donc, le portugais, on voit, est un point de passage obligatoire d'une certaine manière, par lequel toutes les autres langues doivent passer avant d'être traduites en latin ou dans une autre langue européenne. Et là,
justement, il y a aussi cette collection des traités et engagements. Je n'ai pas pu le scanner, mais ici aussi, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est fait à la fin du 19e siècle. Et ici, vous voyez qu'il y a énormément de traités, en commençant par le premier qui est de 1664, mais qui sont tous des traités en portugais, signés entre les Britanniques et les puissances locales, et qui, en fait, sont signés par les uns et par les autres en portugais, et puis traduits par la suite pour les uns et pour les autres. Mais ce n'est pas seulement entre les puissances locales et les Européens, mais c'est entre Européens eux-mêmes. Ici, par exemple, nous voyons que vous avez une lettre écrite par le chef de la factorerie française de Mahé aux Anglais, qui est traduit en latin, c'est-à-dire le français est traduit, pas en latin, en portugais, et les Anglais, en fait, finalement, vont le lire en portugais ou vont le traduire de portugais en anglais, vont répondre en portugais, et c'est le portugais qui sera traduit en français de l'autre côté. Donc, ça passe dans tous les sens, comme ça. Et si on commence vraiment à regarder de plus près, on voit que vous avez ici, même dans le journal de la ville d'Anjengo, la place de ces traducteurs. Voilà l'importance. Non, pardon, c'est pas bon. C'est ça. Vous avez Domingo Rodriguez, qui est justement le traducteur en chef, et qui, en fait, porte plainte contre quelqu'un qui l'a insulté. Il dit que, en fait, on lui a craché dessus, on lui a tiré le nez ou quelque chose comme ça, et l'agresseur, qui est un Anglais, en fait, donc il est emprisonné, et puis il doit être envoyé à Bombay pour punition, parce que, justement, la place de l'interprète n'est pas est assez élevée dans la société. Mais, et vous avez la même chose ici, ce n'est pas seulement la place du traducteur ou de l'interprète, il est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie les linguistes, c'est-à-dire les traducteurs, comme facteurs pour, justement, prendre la responsabilité des petites factoreries britanniques qui dépendent des grosses factoreries comme Anjengo ou comme Tellicherry plus au nord, donc qui ont une série de factoreries dépendantes à l'intérieur. Et là encore, on envoie en fait des traducteurs locaux, toute cette communauté. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, parce que les Anglais, comme vous le savez, comme ça a déjà été dit, il y a énormément de tensions, de manque de confiance, de méfiance d'ailleurs, entre les protestants, surtout entre les Britanniques et les catholiques, surtout les Portugais. Et voilà, par exemple, ici, vous avez un soldat hollandais qui est en fait à l'hôpital, et on l'accuse d'avoir côtoyé les prêtres catholiques, et donc il a été jeté d'Anjengo juste pour avoir côtoyé les catholiques, etc. Donc, la situation n'est absolument pas claire et nette. C'est-à-dire, la situation est plutôt claire quand il s'agit des Européens. Mais les Indiens, c'est-à-dire leur foi, leur croyance, leur appartenance à l'Église ne comptent pas de la même manière. C'est-à-dire que ce sont en fait des communautés qui sont vraiment
qui ont une autre place, disons, dans les hiérarchies, et on ne peut pas du tout les voir à travers le filtre des appartenances à des églises européennes. D'ailleurs, eux-mêmes, je ne sais pas comment eux-mêmes ils le voient, parce qu'eux-mêmes, ils ont une relation très ambiguë, les Malabars, les gens du Kerala, par rapport aux catholiques. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été forcés souvent à se convertir vers le catholicisme. Eux-mêmes, ils étaient en fait de confession plutôt syriaque avant l'arrivée des Européens. C'est une très ancienne communauté chrétienne sur la côte sud-ouest de l'Inde, d'ailleurs qui date des premiers siècles de l'ère chrétienne, dit-on. Mais de toute manière, quand les Européens sont arrivés, ils ont constaté que ces gens, en fait, avaient plutôt une allégeance pour le primat à Babylone, donc de confession syriaque, et les Portugais, l'Inquisition aidant, ont forcé à peu près 200 000 habitants de la côte sud-ouest à se convertir vers le catholicisme. Bon, ces gens se sont convertis, mais finalement, la situation s'est empirée. Il y a eu énormément de tensions entre l'Église, les Portugais, donc les Jésuites, les franciscains et les dominicains. Et finalement, en 1659, le pape a été obligé d'envoyer les carmélites et de bannir les Portugais, la présence portugaise dans cette région. Donc, c'était en fait toute une région qui était sous la responsabilité des carmélites. Et pourtant, les Portugais, finalement, ont réussi à rester et à continuer à avoir une présence sur la partie sud-ouest de la côte, c'est-à-dire vraiment la pointe sud-ouest, et à former les gens, parce qu'une des choses qu'on voit avec ces églises, c'est toujours la présence d'une école. À former les gens, à leur apprendre à lire et à écrire. Donc, une de mes hypothèses, je n'ai rien trouvé, mais c'est une hypothèse que j'avancerai, c'est qu'en fait, les Portugais, malgré tout, malgré les tensions, malgré tous les problèmes de part et d'autre, finalement étaient considérés comme une fenêtre d'opportunité par les populations locales, justement pour apprendre une langue qui servait à lier les communautés et à servir cette communauté, en fait, à trouver une place dans cette configuration qui se mondialisait de plus en plus, où il y avait énormément de langues, de différences, de communautés variées, et avec une langue qui pouvait en fait faire les liens, faire l'intermédiation entre les différentes communautés. Donc, ce n'est pas juste le rôle d'un lingua franca, parce que c'est aussi une langue, c'est l'émergence d'une langue savante en même temps. Voilà un texte, mais pas seulement. Vous voyez qu'il y a aussi des traités, c'est-à-dire qu'il y a une place d'une langue plutôt juridique en même temps, une langue spécialisée. L'art de l'écriture qui vient avec aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une place qui, bon, on peut faire quelques parallèles, par exemple, la place du persan dans le nord de l'Inde. Et le rôle parallèle du portugais
donc, il y a aussi des différences, c'est-à-dire qu'il y a des parties de la communauté qui sont très pauvres, mais il y a aussi d'autres parties de cette communauté qui sont très aisées. D'ailleurs, ils sont facteurs, ils sont fonctionnaires dans la compagnie, ils sont... Bon, il y a Salvador qui est l'assistant à l'hôpital. Finalement, j'ai trouvé qui il est un peu plus en regardant, en cherchant dans les archives. C'est un travail de fourmi. Mais aussi, c'est-à-dire en regardant de plus près, vous avez voilà le récit d'un père Paulinus, justement un carmélite, qui passe plusieurs années à la fin du XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans cette partie du Kerala, et qui, en fait, dans un des chapitres de son ouvrage qu'il écrit en rentrant à Rome, a un chapitre sur justement la médecine et la botanique indienne. Et puis là-dedans, justement, il dit qu'il a obtenu toutes ces informations de plusieurs personnes. Vous le voyez, c'est-à-dire que vous avez le père Antonio Gomez, vous avez le seigneur Queiroz, Ambrosio Lopez, del Vapu, tutti botanici et medici nativi del Malabar. Donc, vous avez un mélange de noms en même temps, c'est-à-dire des noms qui sont portugais, des noms qui sont d'origine locale. Et en fait, il a passé du temps avec eux. Donc, c'est aussi une communauté, comme je disais, une communauté de spécialistes, des gens qui arrivent à parler plusieurs langues. Bon, je vais juste arrêter en montrant quelques images d'Anjengo aujourd'hui. Et vous voyez toujours la communauté portugaise dans cette petite ville, très loin de tout. Mais ici, vous avez en fait quelqu'un qui est mort en 1891, qui s'appelait Peter Moreira. Voilà, Cecilia Coelho, Angel Pereira. Et ça, c'est en fait justement le cimetière à côté de l'église. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas juste une présence dans le passé, c'est aussi dans le présent que cette histoire continue. Mais en fait, c'est une communauté aujourd'hui juste de pauvres pêcheurs. Merci.